Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Comment bien pratiquer son métier d'agent immobilier dans un marché qui se tend ? En proposant ce sujet à Charles Marinakis, président de Century 21, je savais que les réponses seraient naturelles, franches et néanmoins pleines d'optimisme. Voici donc Charles Marinakis dans un entretien enregistré au congrès de la FNAIM 2022. Charles Marinakis, bonjour. Bonjour. Vous avez été le premier à parler ouvertement du marché immobilier en train de changer, on va dire changer, et du prix parisien au mètre carré qui était passé sous la barre psychologique des 10 000 €. Donc, le marché se tend. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, au fond, c'est de savoir si vous pensez qu'il est ou qu'il sera nécessaire de pratiquer le métier d'agent immobilier différemment dans un contexte un petit peu plus difficile. D'abord, je suis content que vous rappeliez que j'ai été le premier à annoncer qu'effectivement en septembre, d'après nos chiffres chez Century 21, le prix du mètre carré à Paris avait été passé sous le seuil des 10 000 €. Oui. Je note que les deux dernières notes de conjoncture ont confirmé la tendance baissière et que certains de mes confrères sont à 10 500, d'autres à 10 300. En tout cas, ils annoncent tous une baisse et je pense qu'on va arriver gentiment en dessous des 10 000 € de mètre carré. Donc je me félicite que cette information soit confirmée. Après, moi je considère que c'est une très bonne nouvelle. Vous savez, je vous l'ai dit déjà, c'était une nécessité que le marché de l'immobilier fasse une pause parce qu'on avait vécu des hausses très significatives depuis plus de 18 mois, en particulier dans les maisons. Donc c'était des marchés qui étaient devenus difficilement accessibles. On voit maintenant que le marché est en train de pivoter clairement. Il était très en faveur des vendeurs. Il va se retourner, être en faveur des acquéreurs. Quand je dis se retourner, je préfère dire pivoter, parce que quand on dit se retourner, il y a un côté catastrophe, comme si non. Personne ne va s'écrouler de 20%, le marché ne va pas s'effondrer demain. Mais c'est vrai qu'il va pivoter, qu'il va se réadapter, et c'est la grande faculté de ce marché, d'avoir une capacité permanente d'adaptation à un processus d'offre et de demande qui est bien connu, aggravé ou diminué par des régulateurs de marché dont on pourra reparler, le crédit, la consommation énergétique, bref, plein de sujets, évidemment l'inflation, bref. Et donc, du coup, on va arriver dans un marché tendu. Oui. Moi, je dis que pour les agents immobiliers, c'est une super nouvelle. Oui. Pourquoi ? Enfin, le marché des transactions immobilières va revenir aux vrais agents immobiliers. Ceux qui font un vrai travail de proximité avec une vraie méthodologie, une préoccupation du service client et de l'accompagnement client. Ça veut dire quelque chose qu'on aurait dû ne jamais cesser de faire et qu'un peu par facilité, on a un peu oublié parce que c'est vrai que ne nous voilons pas la face. Pendant des années, les planètes étaient parfaitement bien alignées, tous les indicateurs étaient au vert. Et c'était un peu trop facile. Oui, c'était un peu trop facile. Voilà. Je ne veux pas minimiser l'effort ni de nos partenaires ni des agents immobiliers de manière générale, mais disons qu'il y avait un contexte micro et macroéconomique, une conjoncture de l'immobilier qui était extrêmement facilitante. Ça ne sera plus le cas. Il va falloir de nouveau faire la preuve, la démonstration d'un talent d'agent immobilier pour pouvoir faire des transactions. Et pour ma part, et c'est bien qu'on soit au congrès de la Fédération nationale des agents immobiliers, de dire enfin le marché va de nouveau retourner aux vrais agents immobiliers. Et alors justement, ces agents immobiliers, quel talent ils doivent avoir pour perdurer ? Alors d'abord, dans mon esprit en tout cas, et c'est corroboré par ma présence dans ce congrès de la FNAIM, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui a une agence, qui est installé physiquement, qui est un acteur local engagé de sa cité. Ça veut dire qu'il est connu, reconnu, et que quand il n'est pas bon ou quand il fait une bêtise, on sait où le trouver. Il a pignon sur rue, il a une histoire, soit ancestrale, soit à construire. Mais déjà, il a pignon sur rue et c'est quelqu'un qui ne se cache pas. Voilà, il est ni agent double, ni agent invisible. Exactement. C'est pas, pour le coup, ça fait 2 fois que je vais vous emprunter une citation. Voilà. Mais celle-ci, je vais vous l'emprunter aussi. Il est agent simple. Et c'est déjà beaucoup que d'être agent simple. Voilà. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important. Et ensuite, il va retourner à la rencontre, repartir à la rencontre de ses clients, discuter avec eux, essayer de comprendre quel est leur projet immobilier, quel est leur projet de vie, et essayer, autant que faire se peut, de s'adapter avec le plus de précision et le plus de délicatesse possible aux desiderata de ses clients. Voilà. Et avoir une vraie démarche. Vous savez, un agent immobilier, c'est quelqu'un qui est proactif. Quand on vient voir un agent immobilier, on vient le voir pour plusieurs raisons. Bien sûr, parce qu'on cherche à avoir la bonne fourchette du prix de cession si on est vendeur. On cherche à avoir la tendance du marché. Une fois qu'on a eu ça, on cherche à avoir quelqu'un qui est proactif, c'est-à-dire qui va se mobiliser pour réaliser, pour concrétiser un mandat qui lui a été confié. Voilà. Et c'est dans cette commercialisation-là qu'on doit être bon et qu'on doit se jeter à corps perdu. Enfin, quand je dis à corps perdu, avec l'intelligence
et la stratégie qui s'adapte. Voilà. Oui, et puis un agent immobilier, on va le voir parce qu'on le connaît. Oui, alors c'est d'où l'intérêt d'être un acteur local engagé. Oui. Le premier critère, c'est parce qu'on le connaît, parce qu'on passe devant sa vitrine, devant sa façade, parce qu'il est partenaire de l'association du foot, du rugby, parce qu'il fait la fête des voisins, parce qu'il est syndic de ma copropriété, parce qu'il gère le bien de ma tante ou de ma cousine. Voilà, c'est un acteur connu, local, engagé, fiable, qui peut parfois se tromper ou faire des erreurs, mais qui n'en fait pas, d'accord ? Mais qui globalement ne s'échappe pas, vous l'avez dit, c'est pas un agent double, ni un agent caché. Voilà, il est présent et je crois, il favorise les transactions et il essaie de fluidifier les besoins immobiliers locaux. Et il rend service autant que faire se peut, de la personne âgée qui est en difficulté parce qu'elle ne sait pas gérer un bien, etc. etc. Voilà, c'est cette conception-là. Moi, je considère qu'on est des commerçants de proximité. Vous savez, les débitants de tabac, les buralistes ont inventé commerçants d'utilité locale. Voilà, mais nous, je trouve que c'est assez révélateur pour leur métier. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, je revendique le statut de commerçant de proximité. Certes, on vend du service et pas des produits, mais on est des vrais commerçants de proximité, utiles à la société et utiles à la cité. Voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du prix. Évidemment, dans un marché qui revient peut-être à la normale, ou en tout cas qui est en train de s'adapter. Certains diront qu'il se tend. Bref, le prix. Comment est-ce que vous formez vos équipes à parler aux vendeurs pour poser le bon prix ? Parce que ça, c'est un vrai travail. Ça, c'est un vrai travail. Une vraie pédagogie. Je ne vais pas vous dévoiler toutes nos techniques sur les ondes de l'immobilier, parce que je pourrais faire des émules, ou dévoiler quelques secrets. Ce qui est très important dans l'immobilier, si vous voulez, c'est que la valeur, ce n'est pas le prix. Voilà. Et ce qui nous différencie toujours d'un vendeur, c'est que lui, il détermine une valeur, il considère que son bien a une certaine valeur, et nous, on considère que son bien il a une prix. La différence entre les deux, c'est l'affectif qu'il met dans le bien. Voilà. Oui. Et tout le travail consiste à essayer de faire en sorte de coïncider le plus possible la valeur et le prix pour aboutir à quelque chose que moi, je considère comme étant, si vous voulez, une transaction réussie. C'est un prix qui soit acceptable pour le vendeur et accepté par l'acquéreur. Voilà. Et lorsqu'on arrive à faire ça, on a bien fait notre métier. Alors, c'est pas toujours facile parce qu'il y a une dose d'émotion, une dose d'affection et puis parfois quelques réalités économiques dans la détermination de la valeur. Mais le prix, c'est la somme, c'est le montant le plus élevé que le meilleur acquéreur du marché est prêt à consacrer à cette acquisition-là. Voilà, ça c'est un fait réel. Et de temps en temps, on essaie aussi de convaincre nos clients vendeurs que plus vous montez le prix, plus vous désolvabilisez des tranches d'acquéreurs, donc moins vous avez de chances de trouver d'acquéreurs. Ça, c'est purement mathématique. Et là, on rentre aussi dans le droit des obligations, finalement, où les envies de chacun se retrouvent sur une partie commune, en fait. Et c'est là où la vente se fait, ou pas. Ou pas, mais ça, c'est l'essence même, et c'est bien on parle de ça au congrès de la FNIM, c'est l'essence même de l'entremise, de mettre les parties d'accord sur la chose et sur le prix. Et c'est ça la philosophie, c'est ça le Graal suprême. Et je considère que pour ma part, il y a une forme de jouissance professionnelle à arriver quand on aboutit dans une transaction, c'est qu'on a réussi ça. Oui. On a réussi cette alchimie à mettre d'accord les parties sur la chose et sur le prix. Ça veut dire qu'on a fait prendre conscience au vendeur que peut-être il était un peu trop cher, que s'il ajustait son prix, il pourrait trouver un bien meilleur acquéreur. Parce que dans l'acquéreur, il y a bon acquéreur et pas bon acquéreur. On peut aussi survendre au niveau du prix, être, si vous voulez, s'engager dans un processus de cession qui finalement ne va pas aboutir parce que le client ne sera pas solvable. Est-ce que finalement on a intérêt à faire ça quand on voit la perte de temps, la perte d'énergie que ça représente? Donc trouver un acquéreur, c'est bien, le meilleur acquéreur, et puis aussi à l'acquéreur de lui faire comprendre que c'est devenu une vraie opportunité d'acquisition et que ça correspond à ses choix de vie à lui, en termes de surface, en termes de coût, en termes d'environnement, en termes de géolocalisation. Voilà. Ça, c'est notre travail. Et moi, je dis que ça, c'est une vraie jouissance professionnelle quand on arrive à faire une transaction. Tout à l'heure, dans ma question, quand je vous disais on va parler du prix et comment est-ce que vous formez vos équipes à parler aux vendeurs ou aux clients. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir comment est-ce qu'on parle à un client, à un acquéreur ou vendeur, peu importe. Parce que parler, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas d'évoquer la notion sans aller au centre, mais tout est dans la relation. Oui, alors d'abord, je crois que ce qui est important, c'est que d'abord, il faut communiquer. C'est pour ça que moi, encore une fois, je considère que les agents immobiliers, on est des homos communicants. On doit communiquer avec nos clients et parler avec eux. Voilà. Et parler, c'est parler un langage de vérité et de transparence. Ça veut dire, voilà, monsieur,
à 500 000 euros, je voudrais pouvoir vous faire plaisir, mais je ne sais pas vendre votre bien à 500 000 euros. Il faut avoir l'honnêteté intellectuelle et professionnelle de le dire. En revanche, il faut travailler avec les vendeurs ou avec les acquéreurs d'ailleurs, pour arriver à les ramener à la raison, la raison, c'est l'économie de marché. Voilà. Oui. Donc je crois que ce que retiennent les clients quand on discute avec eux, c'est 3 points essentiels. 1, le professionnalisme de vos propos, d'accord, la sincérité de ce que vous dites et l'empathie avec laquelle vous le dites et la prise de considération que vous avez de leur projet professionnel. Voilà. Le reste, ce n'est que de la technique, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que quand un client discute avec vous, il faut qu'il voit dans vos yeux un projet immobilier et pas des dollars. Voilà. Et vous voyez, on passe à la dernière question. Les obligations de conseil qui pèsent sur l'agent immobilier sont très nombreuses et je pense même de plus en plus nombreuses. Est-ce que ces obligations de conseil, selon vous, elles transforment ou elles alourdissent le métier ? Alors j'allais dire les deux, il y a un côté bénéfique à ça, c'est la transparence, et effectivement la masse. C'est ce qui valorise le travail de l'agent immobilier. Exactement, c'est ce qui valorise le travail de l'agent immobilier. C'est ce qui valorise aussi le travail et puis c'est ce qui permet d'informer correctement les clients. Pour autant, on aurait peut-être sur certains sujets pu faire un peu plus simple qu'on ne le fait aujourd'hui. Oui. Il y a des obligations d'information qui sont malgré tout assez désuètes ou un peu hypocrites, si vous voulez, voilà, et qui sont pratiquées par nécessité et pas par conviction. Donc je crois qu'il faut arriver à trouver un rapport fluide avec ça. Moi, je crois que le besoin et la nécessité d'information, c'est louable dans l'absolu. Plus les clients sont informés, plus ils ont d'informations, mieux c'est, parce que du coup, ils vendent ou ils achètent en toute transparence. Et vous savez qu'on a créé chez Century Matin un dispositif qui s'appelle un dispositif clé, qui veut dire le contrôle du logement et de ses équipements, et qui permet justement d'avoir une véritable transparence dans la transaction. Donc on est vraiment à la recherche de ça. Là aussi, je crois que ça va faire la différence entre les agents immobiliers. Les vrais agents immobiliers doivent être formés pour ça. En tout cas, ce que je considère, c'est que quand j'accepte un mandat, je prends la responsabilité de porter et d'accompagner le projet d'un client. Ça veut dire que je dois assumer cette responsabilité. Je lui dois non pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens. Quand on est titulaire d'un mandat, on doit une obligation de moyens. L'obligation de moyens, c'est d'abord et avant tout l'obligation d'information. Ça commence par ça. Je dois d'abord vérifier que techniquement, ce dossier, il est crédible ou il est vendable. Est-ce qu'il n'y a pas un obstacle technique qui fait que ce dossier ne soit pas vendable ? Technique, ça peut être un problème de TPE, un problème de fosse septique, peu importe. Une servitude inconnue. Il faut aussi que juridiquement le dossier soit vendable, qu'il n'y ait pas une indivision de 18 personnes non informées ou un conflit dans une SCI. Là, ce ne sera pas vendable tout court. Ce ne sera pas vendable tout court, voilà. Mais je connais certaines gens qui n'ont pas de scrupules à mettre en commercialisation des biens qui sont juridiquement pas vendables, ce qui est un non-sens. Et puis le dernier choix, c'est commercialement vendable. Est-ce que le prix est équitable ? Est-ce qu'il est équilibré ? Est-ce qu'il est acceptable ? Et à ce moment-là, quand ces trois critères, ces trois paramètres sont réunis, et ça c'est typiquement le travail préparatoire que doit faire un agent immobilier s'il veut convenablement accompagner ses clients. Est-ce que je peux vous demander de répondre très rapidement à la dernière question ? Et c'est vraiment la dernière. Je suis bavard, je vous avais prévu. Non mais c'est vraiment la dernière, mais c'est pas grave. Comment fait-on pour devenir l'agent immobilier qu'on n'oublie pas ? Il y a deux manières de l'être. La meilleure, c'est l'efficacité. Est-ce que vous remarquez, vous vous souvenez toujours de l'agent immobilier qui vous a permis d'acheter ou de vendre votre bien. Voilà. Vous en avez vu 10 avant. Mais celui que vous retenez, c'est celui qui a été le plus efficace. La réactivité. Si en plus, l'efficacité, vraiment l'efficacité. Et ensuite, si en plus vous avez été sympa, avec de l'empathie, là c'est génial. C'est ce qu'on essaie de faire dans notre réseau chez Century Matin. Mais c'est avant tout l'efficacité. Ce qu'on attend d'un prestataire de service, c'est d'abord son efficacité. Après, il n'y a pas de raison qu'il soit désagréable. Et le deuxième personnage qu'on retient, vous savez, c'est un peu le pouli d'or de la transaction. Il était très sympa, j'aurais bien aimé faire avec lui. Mais ce n'est pas lui qui m'a trouvé le bon acheteur ou le bon vendeur. Et donc, par définition, on en garde un peu un souvenir amer parce qu'on aurait bien aimé que ce soit lui. Mais ce n'est pas lui. Voilà. Donc, moi, je crois que ce qu'il faut, c'est qu'un agent immobilier, on s'en souvient quand il a été apprécié par un client. Voilà. Moi, mon obsession, c'est que Century Matin soit la marque la plus appréciée de l'immobilier. Voilà. Un grand merci, Charles Marinakis. Merci beaucoup.